Bonjour, avant de commencer, n'oubliez pas une chose. Le bootcamp pour la période du mois de février commence dans 2 jours. Les inscriptions se terminent aujourd'hui. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, passez par le groupe School qui est gratuit. D'accord? Je vous laisse ça là en description de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Apple ici après la publication des résultats financiers du premier trimestre 2026? Oui, Apple publie déjà ses résultats du premier trimestre parce que ses résultats financiers sont en décalage. Son année fiscale se termine généralement au mois de septembre. Donc l'année fiscale 2026 d'Apple se terminera au mois de septembre 2022. Ouais, c'est ça. Septembre ici 2026 qui est généralement ici le troisième trimestre pour la plupart des entreprises. Mais c'est le quatrième trimestre pour Apple. On referme la parenthèse. Donc, dans le secteur technologique, une règle implicite s'impose, à savoir, pour rester au sommet, il faut savoir se rendre indispensable. En février 2026, Apple semble avoir poussé cette logique à son paroxysme. D'un côté, certains de ses produits phares, comme le Mac ou bien les accessoires connectés, marquent le pas. De l'autre, l'entreprise affiche des revenus records pour l'iPhone et une rentabilité qui frôle l'insolence. Ce contraste saisissant soulève une question. Apple était en train de se fragiliser ou assistons-nous simplement à une réorganisation de son moteur de croissance? Aujourd'hui, nous allons analyser les mécanismes financiers et stratégiques qui permettent à la marque à la pomme de maintenir sa domination. Nous verrons comment l'intelligence artificielle est devenue le levier principal pour pousser les utilisateurs à changer de téléphone et pourquoi la division service est devenue le véritable coffre-fort de l'entreprise. C'est l'histoire d'une transition où le logiciel et l'intelligence artificielle prennent définitivement le pas sur le matériel. Pour bien comprendre cette dynamique, il faut observer ce qui se passe avec l'iPhone. Les revenus ont bondi de 23% pour atteindre 85 milliards de dollars. Ce n'est pas un hasard. Ce que les analystes appellent le super cycle est en marche. Pour profiter des dernières fonctionnalités d'Apple Intelligence, les exigences techniques sont telles que les anciens modèles ne suffisent plus. Donc, les utilisateurs ne changent pas de téléphone pour le design, mais par nécessité technique. C'est ce mécanisme qui booste à la fois le volume des ventes et le prix moyen de chaque appareil vendu. Cette montée en puissance du matériel s'appuie sur une base encore plus solide, à savoir les services. Qu'il s'agisse de l'App Store, iCloud, Apple Music, ce segment génère désormais 30 milliards de dollars avec une marge brute incroyable de 76,5%. Pour le dire simplement, chaque dollar gagné dans les services rapporte beaucoup plus à Apple que la vente d'un objet physique. Cette division agit comme un stabilisateur de profit. Même, je dis bien, même si les ventes d'appareils fluctuaient, les revenus récurrents des abonnements assurent une sécurité financière constante. Et juste une parenthèse, quand vous avez une entreprise qui vend un matériel, un équipement, posez-vous toute la question de savoir est-ce qu'on vend un logiciel derrière ou bien est-ce nous vendons un produit de maintenance derrière? OK? Parce que la maintenance a tendance à être un revenu récurrent. Prenez l'exemple ici de Caterpillar. Ce sont les produits de maintenance qui, moi, m'intéressent, pas juste la vente ici d'un gros camion ou bien, je ne sais pas moi, Bref, je vous laisse aller voir ce que l'entreprise produit ici, mais ce sont des engins très lourds. Et ces engins très lourds-là ont besoin de pièces bien spécifiques. Et qui fournit ces pièces? Le fabricant d'origine. Bref, on referme la parenthèse ici. Donc, je continue. C'est ici que la logique stratégique apparaît clairement. Apple n'est plus seulement une entreprise qui fabrique des objets, c'est une plateforme dont on ne sort plus. Cette stratégie porte ses fruits particulièrement dans les marchés émergents. En Inde et en Chine, la croissance est forte. Vous avez vu ici, la Chine a redémarré après, je pense, 9 trimestres ici dans le rouge. Donc, en Inde et en Chine, la croissance est forte. En attirant de nouveaux utilisateurs dans ces régions, Apple ne vend pas juste un premier iPhone. Elle assure des années de revenus via les services et les applications. Et ce qui est important pour Apple, c'est la base de produits installés. Que ce soit un iPhone 16e ou bien iPhone 17, c'est la base de produits installés. D'accord? C'est la base de produits installés. Parce que cette base de produits installés nourrit le segment service. Donc, c'est une manière efficace de compenser la saturation des marchés comme l'Europe ou les États-Unis. Et n'oubliez pas que les marchés émergents, comme l'Inde, enfin, je dis même l'Inde, comme si la Chine c'était un marché émergent, les zones comme l'Inde et la Chine sont des zones où il y a énormément de population. D'accord?
dont le potentiel de croissance est juste énorme. Et quand je parle de potentiel de croissance, je parle de la partie service. Toutefois, cette mécanique de précision rencontre quelques grains de sable. Le premier est d'ordre technique. Apple dépend énormément de ses fournisseurs pour les puces de dernière génération. Si la production de ces processeurs ultra avancés ralentit, c'est toute la chaîne de livraison de l'iPhone qui se grippe. À cela s'ajoute une hausse du prix des composants, notamment de la mémoire, qui pourrait réduire les marges dès le prochain trimestre. Je parle du deuxième trimestre 2026. Apple devra alors choisir entre absorber ces coûts, d'accord? Quand je dis absorber ces coûts-là, donc tout ce qui est lié ici à l'augmentation ici du prix des composants, ou bien augmenter ses prix au risque de freiner la demande. Bon, connaissant Apple, vous savez déjà ce qu'elle va faire, d'accord? Elle a un pricing power, donc elle peut se permettre d'augmenter les prix. Mais bon, mais dites-vous également que le pricing power peut avoir une limite, d'accord? Bon, Apple également teste régulièrement cette limite-là et elle arrive toujours à faire mentir ici la plupart des observateurs sur le marché. Donc, un autre signal d'alerte vient de la performance inégale de l'écosystème. Le recul des ventes de Mac et des objets connectés comme l'Apple Watch suggère que les clients sont plus sélectifs. Si ces segments continuent de faiblir, la stratégie de vente croisée pourrait s'effriter. Et ici, quand on parle de stratégie de vente croisée, c'est l'idée qu'un utilisateur d'iPhone achète naturellement tout le reste. Bon, je suis dans ce cas-là. Parce que comme je dis toujours, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, j'ai un iPad, j'ai iWatch, j'ai AirPod. Qu'est-ce qui me manque? Bref, vous comprenez. Ça a commencé avec l'iPhone. Après, je suis passé au Mac. Ensuite, iPad. Bref, je ne me vois pas faire autre chose que ça. OK? Mais je ne suis pas le consommateur typique d'Apple. Ici, je n'achète pas les nouvelles générations chaque année, etc. Généralement, j'ai un décalage de 2 ans à 3 ans sur certains de mes produits. Par exemple, le iPad, c'est 3 ans déjà. Bref, on s'en fout. Bref, d'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est que un premier client, quand il achète, que ce soit un iPad, un MacBook, je ne sais pas quoi, si c'est le seul appareil qu'il a, il aura tendance à en acheter un deuxième, un troisième, quatrième ou un cinquième, ou bien toute la gamme, littéralement. OK? Alors, le challenge pour 2026 sera donc de maintenir la marge brute entre 48 et 49%, qui est un seuil critique qui prouverait que la gestion de la chaîne d'approvisionnement reste sous contrôle malgré l'inflation. Alors, ça, c'est ce que je vous pouvais dire ici après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call ici concernant les derniers résultats financiers disponibles d'Apple. Maintenant, on va passer au niveau des chiffres. On a posé le décor. Vous savez à peu près ce qu'il en est présentement. On sait qu'au niveau des mémoires, ça va être compliqué. Au niveau de la révision de certains composants, ça pourrait être compliqué. Donc, c'est dit, ils l'ont mentionné. D'accord? Ça pourrait avoir un impact sur les marges. D'accord? S'ils n'arrivent pas à faire à augmenter les prix. Mais on va dire ici que de vous à moi, il y a de fortes chances que cette compagnie atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés. Donc, je ne m'inquiète pas beaucoup sauf surprise, je ne m'inquiète pas réellement, en tout cas à l'état actuel des choses ici, je ne m'inquiète pas pour les résultats de 2026. Et après, je n'ai pas de boule de cristal, moi je suis juste là pour profiter des opportunités de marché. Mon rôle ici, c'est d'identifier une entreprise qui a des avantages concurrentiels et de l'acheter à un prix qui, moi, me semble correct dans le but ici de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Est-ce que Apple nous propose cela? Alors, ici, si on fait une analyse quantitative vite fait, comme je l'ai dit ici, Apple, je vais prendre ça, je vais actualiser la page. Ça va aller assez rapidement ici. Parce que c'est la partie la plus facile, les amis. Ne passez pas le temps à analyser les chiffres. Les chiffres en 2 secondes, une fois, prenez juste l'habitude. Si vous avez l'habitude de le faire, vous allez vous rendre compte que ça vous prend très peu de temps. En 2 secondes, je peux savoir si c'est une entreprise qui m'intéresse ou pas. Croissance des revenus, c'est très bien. Et au niveau de la marge brute, c'est stable et croissant. Ces 2 éléments-ci m'encouragent même à commencer à m'intéresser à Apple. Si je n'avais jamais rencontré cette compagnie auparavant, ou je ne sais pas, d'accord? Donc,
Marge brute, croissance des revenus. Ensuite, je peux prendre la marge EBITDA ici. Attention, marge EBITDA n'est pas synonyme ici de rentable, de bénéfice net ou bien de free cash flow, mais on aime voir également cette tendance-là. Donc, dans la marge EBITDA, il y a encore la dépréciation, amortissement, les intérêts et les taxes. D'accord? Donc, les intérêts sur la dette et les taxes de manière globale. Donc, le plus important, c'est la stabilité avant tout. D'accord? La finalité du pricing power, c'est de permettre à une entreprise de maintenir ses marges. Parce que l'inflation, elle est là. Chaque année, les composants vont coûter de plus en plus cher. D'accord? Certaines années, voilà, les prix ne vont pas avoir tendance à baisser de manière générale. Si on prend une période de 3 à 5 ans, vous ne pouvez pas avoir tendance à payer le même prix pour un composant. OK? Et pour une entreprise qui est un assembleur de manière générale, donc elle conçoit le produit, etc., mais elle a besoin ici comment on dit ça? Elle ne contrôle pas le prix que va fixer ici un vendeur, par exemple, de mémoire. Et nous arrivons à une période où la mémoire coûte de plus en plus cher parce que la demande est très élevée. Comme je disais ici tantôt, après avoir lu les rapports financiers de Seagate ici, 2026, c'est booké. Je pense qu'on prend déjà les commandes pour 2027. Et il est même fort probable que 2027 également soit booké avant que l'année 2026 ne se termine. Et donc, la demande est plus élevée que l'offre. Donc pour Apple, quand la demande est plus élevée que l'offre, qu'est-ce qui se passe? On augmente les prix. Et donc pour Apple, le véritable défi, ce sera de maintenir les marges. Bon, Apple vous a déjà prouvé ici qu'elle est capable de le faire. Et elle a une stratégie très simple. Hein. C'est une entreprise qui veut internaliser la plupart des composants qui coûtent cher. Elle a commencé avec les puces. Je pense il y a d'autres éléments ici qu'on va avoir tendance également à intégrer. Je pense que les éléments fournis ici par Qualcomm, dans quelques années, Apple va avoir tendance à les faire en interne. Et rien n'exclut que Apple se lance également à faire ses propres mémoires en interne. Rien ne l'exclut. Je vous le dis. D'accord? Si le prix des mémoires reste aussi élevé, de vous à moi, le prix va baisser. Qu'on s'entende. C'est une commodité, les mémoires. D'accord? Ils ne fixent pas le prix. Dans certaines périodes, on se retrouve. C'est pour ça que je dis, si vous êtes dans les mémoires, faites attention parce que on a tendance à penser que le prix actuel est durable jusqu'à la fin des temps. Non, c'est une compagnie. C'est comme le pétrole. D'accord? Le prix monte, ça descend. Ils ne contrôlent pas le prix. La seule chose qu'ils peuvent contrôler, ce sont les coûts. Donc, en date d'aujourd'hui, si tu viens et tu te dis, l'entreprise est peut-être sous-évaluée parce que, la croissance est 59%, 38%, etc. À un moment donné, tu vas te retrouver avec ça ou ça. Ce sont des cycles. D'accord? Ce sont des cycles. Et il faut faire attention à ne pas se retrouver en haut de cycle ici. C'est pour ça qu'il est très compliqué d'analyser ces entreprises. Il est préférable de les normaliser. Mais normaliser dans une... Bon, ce n'est pas une vidéo sur Seagate, mais bon, sur les mémoires. Mais ça touche Apple. Donc, il faut normaliser les résultats. Mais normaliser les résultats, ça sous-entend également que les éléments, on aura tendance à produire avant à peu près au même prix que les années précédentes, sans prendre en considération le fait qu'on a une innovation technologique récente ici concernant ici l'IA. Et la demande est très élevée et peut rester élevée pendant très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est juste parce que je n'ai pas envie de m'avancer sur des chiffres. Disons, à moyen terme, d'accord? Moyen terme, ça peut être la demande peut, au moins sur les 3 prochaines années, on pourra avoir une demande toujours à un niveau assez élevé. Donc, au prix actuel, Seagate, je ne sais pas, je ne serais pas surpris que ça atteigne les $1,000. Je ne vous ai pas dit que ça vaut $1,000 parce qu'il faut faire la différence entre le prix et la valeur. OK? Combien est-ce que je serais prêt à payer pour cette compagnie? On verra un jour. Bref, ça prend en considération pour toutes les entreprises dans le segment des mémoires. OK, Micron Technologies également, c'est la même chose. Micron, tu vas même te dire, c'est moins surévalué que Seagate. C'est la même chose, dans le sens où ils ont les mêmes problèmes. Bref, revenons sur Apple. On est assez rapidement ici. Excusez-moi, même si je l'ai déjà dit plus. Mais vous me connaissez, vous savez que j'aime donner énormément d'informations ici parce que j'aimerais que vous voyez que le stock picking puisse être... que vous ayez la même image que j'ai du stock picking. D'accord? Ce n'est pas compliqué, mais il faut juste savoir poser les bonnes questions. À chaque fois que vous remarquez une croissance, c'est toujours le pourquoi qui doit dominer. Le but est simple, penser par soi-même. C'est exactement notre objectif dans le bootcamp. Ne pas dépendre des opinions des autres. Être capable de dire, OK, l'analyse, ça dit que c'est sous-évalué. Être capable de dire que je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord parce qu'il y a X, Y, Z. Argumenter. Quitte à se tromper, ce n'est pas plus grave que ça parce que quand on se trompe, on apprend.
D'accord? Et le plus important, c'est de reconnaître quand on s'est trompé. Donc, on est des étudiants perpétuels des marchés. D'accord? Donc, si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, vous êtes motivé sur les 30 prochains jours, rejoignez le bootcamp en description de la vidéo. Et je rappelle que les inscriptions se terminent aujourd'hui, le 2 du mois de février, pour la session de février. OK? Si vous avez des questions également urgentes, envoyez-les dans le groupe School. OK? Je vais vous mettre un lien pour le groupe School ici en description de la vidéo. Je pense que c'est gratuit. D'accord? Posez-moi vos questions là-bas directement. Alors, ici, voilà. Donc, on a regardé la marge brute, etc. La dette nette. Est-ce que ça vaut la peine de regarder ça? Apple, ici, la dette nette est insignifiante. Elle n'a même pas de dette nette. Elle a plus de 50 milliards ici en cash. En termes de free cash flow margin ici, vous constatez quoi? Les marges de free cash flow également sont stables. Très important. Quand on compare ici avec les marges nettes, vous voyez que Apple, les marges de free cash flow sont équivalentes aux marges nettes ici. D'accord? Sur le même graphique, vous avez à peu près la même chanson. OK? Je ne cherche pas la précision. Je vais avoir le moins tort possible. Donc, maintenant, le nombre d'actions, rachat massif d'actions. Apple, magnifique, on aime ça. Maintenant, en termes de valorisation, combien de fois les bénéfices le marché va avoir tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Ça, c'est la grosse question. Vous me connaissez, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, qu'importe la compagnie. On constate ici que Apple, si on met 3 niveaux ici en L1, et voilà. OK. Donc, si on prend les 20 dernières années, Apple, à peu près, c'est en moyenne, quand je dis moyenne, c'est la médiane, c'est 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, 25 fois les bénéfices. Avec un minimum à fin. Ensuite, un peu plus bas, c'est 15 fois. Donc, entre 15 et 25 fois les bénéfices. D'accord? Si tu ne peux pas te situer, prends 20 fois les bénéfices. Il y a de fortes chances que tu te trompes, il y a de fortes chances que tu ne fasses pas trop d'erreurs en prenant Apple à 20 fois les bénéfices. Mais il ne faut pas juste dire que non, je prends un multiple de 20 fois. Une entreprise qui se négocie à 20 fois les bénéfices doit avoir une croissance à un niveau 2 fois plus élevé que l'inflation moyenne. En supplément de ça, doit avoir des revenus récurrents et des marges assez stables. Il sera donc difficile pour une compagnie dans le secteur pétrolier de se négocier à 20 fois les bénéfices pendant longtemps. OK? Apple, c'est la tech, c'est la récurrence. 20 fois sur la partie service, et on a une domination, un pricing power, des marges exceptionnelles. C'est 20 fois les bénéfices minimum. D'accord? Ici, je prendrais 25 fois les bénéfices parce que le marché s'échange à peu près à 25 fois les bénéfices. Ça, je prends la marge supérieure ici. Donc, je prends 25 fois les bénéfices. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je prends ça, je mets Apple, AAPL. OK. Donc, 25 fois les bénéfices, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, la plupart du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur ce genre de business. On s'attend à peu près en 2028, les bénéfices nets ajustés ici aux alentours on s'attend à peu près à 10,21 $. On peut voir ici que le forecasting, donc les attentes, est-ce qu'elles ont augmenté? Oui. Il y a 6 mois, on s'attendait à 8,73 $. Aujourd'hui, c'est 10,20 $. C'est une combinaison de plusieurs choses. Rachat d'actions, augmentation de bénéfices nets. OK? Ne l'oubliez pas. Donc, 25 fois les bénéfices, ça nous donne à peu près aux alentours de 255 $ l'action. Plus, excusez-moi, le cash net, oui, ou moins la dette nette. Ici, on a plutôt du cash net. Et qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que c'est ça? Dette nette? Oh, c'est moi ou bien... On a une dette nette ici? Ah, je pense qu'ils prennent en considération les loyers également. Mais bon, disons qu'il n'y a pas de dette nette pour cette compagnie. Il n'y a pas de dette. De toute façon, elle est insignifiante, même si on a toujours fait une double vérification, parce que je peux le faire ici sur comment on appelle ça encore? Sur Fastgraph. Qu'est-ce qu'on a? On a les operating yields de près de 14 milliards ici. On a une dette nette de 57 milliards. Dette nette de 57 milliards. Pourquoi est-ce que sur Coifin, on mentionne qu'on a du cash net? C'est bizarre, ça. Alors, bref, qu'on soit à 57 milliards, etc., rappelez-vous d'une chose. Littéralement, en termes de free cash flow, c'est 2 fois plus que ça. C'est littéralement, bon, donc c'est insignifiant. On va mettre ça à 255 $ par là. 255 $, je viens, en le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Oui, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc actuellement, Apple se négocie à presque 4% de rendement par rapport au prix de au bénéfice net attendu en 2028 ici. Donc, ça veut dire ici que si on me reverse si on arrive à générer 10,21 $ ici en 2028 et que je l'achète au prix actuel et qu'on me reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, j'aurai à peu près un rendement
de 4%, qui va avoisiner les 4% par là. Maintenant, comparé au dividende qu'on verse en date d'aujourd'hui qui est de log de 0,4%, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Donc, on connaît déjà le plafond de verre. Et n'oubliez pas, c'est le plus important, c'est le shareholder yield. Donc, c'est la combinaison du versement de dividendes, rachat d'actions, remboursement de la dette. Donc, vous pouvez penser que le retour aux actionnaires est de 0,4%, mais il est bien plus élevé que ça. Les gens qui aiment les dividendes, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. OK? Réfléchissez en termes de shareholder yield. Oui, je comprends, vous recherchez un revenu supplémentaire, machin, truc, mais en réalité, c'est ce que vous avez obtenu, 3%, même si vous ne le voyez pas dans votre compte à dividendes ici, mais c'est 3% globalement. OK? Donc, c'est important d'aller regarder comme métrique. Vous pouvez vous dire ici que j'ai 0,4, c'est insignifiant, mais en fait, vous avez 3%. 3. Bref, refermons la parenthèse. On a le price target. Qu'est-ce qu'on fait après? Dans la watchlist, je fais ça. Je viens ici. Je vais dans information et technologie. On met collapse all et on fait la mise à jour pour notre compagnie qu'on appelle Apple. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, je pense qu'elle était récente, cette vidéo-là. Ouais, ça date du mois de septembre 2025. On était à 216. Donc, vous voyez ici 255 aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère que Apple est correctement évalué au prix actuel. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que je récupère ma somme de départ ici si je suis dans une optique d'investissement long terme. Mais on aime toujours acheter avec une marge de sécurité. Est-ce qu'on en a une? Je pense qu'il faut questionner plutôt la croissance. Et donc, pour moi, ici, je préfère rester sur les lignes de côté et observer tranquillement. Donc, n'oubliez pas, Bootcamp, le 2 février, en description de la vidéo, vous avez des questions dans le groupe School directement. Bref, merci, au revoir.